Cette semaine, dans Méditerranéo, nous irons à Srebrenica aux côtés de ceux qui tentent encore aujourd'hui d'identifier les corps des victimes de la guerre. Nous nous intéresserons ensuite à l'île de Tilos, très active en matière d'énergie renouvelable. Cap ensuite sur Cerbère, dernière ville française avant l'Espagne, à la découverte de sa splendeur passée. Enfin, notre séquence mémoire sera consacrée au retour du loup dans les Alpes françaises et italiennes. 25 ans après la terrible guerre qui l'a secouée, la Bosnie continue de panser ses plaies. À l'aide de prélèvements ADN, des scientifiques tentent d'identifier les corps exhumés et permettre ainsi aux familles d'entamer un processus de deuil et de réconciliation. Malgré les années qui ont passé, se rendre au cimetière de Srebrenica reste une épreuve pour Noura Begovic. D'un coup, tous les souvenirs remontent. C'est ici même, en juillet 1995, qu'hommes et femmes ont été séparés, chacun d'un côté. On a passé la nuit ici et les soldats serbes sont venus prendre les hommes avec eux. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait se rebeller. Personne ne pouvait stopper cette séparation qu'ils faisaient des familles. Si quelqu'un s'interposait, il était battu. Parfois même pire. Les Serbes demandaient même si on voulait subir le même sort qu'eux. Elle s'en sortira, mais 16 membres de sa famille sont tués dans le massacre de Srebrenica. Tous des hommes, des oncles, des cousins, ou encore son beau-père. C'est sur leur tombe qu'elle vient prier aujourd'hui encore. 22 ans après le massacre de 8000 Bosniaques par les forces serbes de Bosnie, impossible pour Noura de trouver l'apaisement. C'est qu'il y a un absent, un disparu qui continue de hanter son esprit. Je cherche toujours mon frère, mon unique frère. Je veux le retrouver pour pouvoir tourner la page en quelque sorte. J'ai aussi besoin d'avoir un lieu digne où me recueillir. Je sais combien il a souffert, donc avoir une tombe pour lui, c'est quelque chose d'important. Je veux retrouver ne serait-ce qu'un os de lui pour que personne ne puisse me dire qu'il n'a jamais existé. Aujourd'hui encore, des charniers continuent d'être découverts en Bosnie-Herzégovine. Les ossements qui y sont retrouvés sont acheminés dans ce hangar aussi glacial que glaçant du nord du pays. C'est ici qu'on conserve les squelettes, les habits et effets personnels retrouvés dans les fosses communes. Ce sont des squelettes qui proviennent de différents charniers. La plupart ont été tués lors du massacre de Srebrenica. Ici, ce sont des ossements de jambes. Ils proviennent d'un charnier dit secondaire. Un cadavre incomplet, une situation devenue tristement banale pour Dragana Vucetic, anthropologue légiste. Nous retrouvons des squelettes entiers dans seulement 10% des cas, car ces personnes ont été enterrées dans des fosses communes. Mais 3 ou 4 mois après, les criminels transféraient les cadavres vers d'autres charniers. La décomposition des corps avait alors déjà commencé. L'intégrité des cadavres a donc été détruite de cette façon. C'est à Dragana que revient la délicate mission d'identifier les cadavres. 22 ans plus tard, ils ont tant à révéler. Ici, par exemple, on peut observer plusieurs fractures sur le crâne, notamment. Nos examinations vont devoir déterminer si les fractures que l'on observe au crâne, aux côtes, à l'humérus, ont causé la mort de cette personne. Déterminer les causes de la mort, mais surtout mettre un nom sur le cadavre. Depuis 2002 et les avancées scientifiques, Dragana a un allié de poids, l'ADN. Grâce à des tests croisés effectués sur les familles des disparus et les cadavres, il est possible de leur redonner leur identité. Selon les chiffres officiels, la guerre en Bosnie a fait plus de 100 000 morts. Près de 8 000 personnes restent à identifier.
C'est un travail difficile, un travail très émouvant aussi. Parfois c'est stressant. On passe nos journées à voir des cadavres et des restes humains. Mais j'essaie toujours de rester 100% professionnelle dans mon travail. D'agir toujours comme une anthropologue. Heureusement, je ne suis pas en contact avec les familles. Une fois le cadavre identifié, une autre équipe se charge des familles et des funérailles. Les enterrements ont souvent lieu de façon groupée, de préférence les 11 juillet, date de commémoration du massacre de Srebrenica. L'expertise des cadavres est assurée par une commission internationale, financée essentiellement par des pays européens et par les États-Unis. Près de 15 000 personnes ont été identifiées grâce à cette instance. Au siège de la Commission internationale pour les personnes disparues à Sarajevo, Samira Krejic, une des responsables du programme, reste humble. C'est difficile de parler de succès quand on évoque un sujet lié aux droits de l'homme aussi sensible. On peut dire que les résultats auxquels nous arrivons sont les meilleurs au monde jusqu'à maintenant, mais il y a encore tellement à faire. Du fait de son histoire sanglante récente, la Bosnie-Herzégovine a servi de laboratoire pour l'identification de cadavres grâce à l'ADN. Aujourd'hui, cette expertise et ce savoir-faire servent d'exemple dans le monde entier. Nous travaillons aujourd'hui avec une quarantaine de pays pour identifier des personnes disparues pendant des guerres, des catastrophes naturelles, des exactions contre les droits de l'homme ou dans le cadre de trafic humain, par exemple. Nous sommes présents en Libye, en Irak. Nous travaillons aussi sur le conflit syrien. Il faudra sans doute de nombreuses années encore pour que l'identification des disparus de la guerre de Bosnie s'achève. Un préalable pour tourner enfin la page des derniers grands massacres qu'a connus l'Europe. En Grèce, l'île de Tylos se lance dans un projet ambitieux, produire 75% de son électricité grâce au soleil et au vent. Un système révolutionnaire pour les archipels du pays, où les centrales à gasoil représentent l'essentiel de la production. En ce début décembre, les travaux se poursuivent au pied de l'éolienne de Tylos. Les ouvriers préparent des fondations pour installer 2 caissons contenant chacun 25 tonnes de batterie pour stocker l'électricité verte produite sur l'île. Spiros Aliferis est le conseiller municipal chargé du projet pour la commune. Il suit le chantier depuis les premières études. Après 2 ans de recherche, nous avons déterminé que cet endroit était le meilleur de l'île. C'est ici qu'il y a le plus de vent. L'éolienne de 800 kW sera couplée à un autre dispositif. Nous sommes au parc photovoltaïque dont la puissance totale est de 160 kW. 592 panneaux photovoltaïques pour recueillir une énergie solaire plutôt généreuse dans cette partie de la mer Égée, une surface totale de près d'1 hectare. Ce parc est petit, mais il suffit à répondre aux besoins d'électricité de l'île. L'île de Tylos, 500 habitants, est jusqu'à présent alimentée depuis Kos par un câble sous-marin. Mais les pannes sont fréquentes et les coupures peuvent durer de longues heures. Au cours de ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'incidents. Les appareils électriques de tous les foyers et de toutes les entreprises de l'île ont subi des dommages importants à cause du blackout, à cause des coupures. Alors, bien sûr, que ce projet est un ouvrage vital pour notre île. Un ouvrage vital conçu ici à l'université du Pirée, près d'Athènes. Dans leur laboratoire dévolu aux énergies renouvelables,
Ces chercheurs ont imaginé le Tilos Project. Ils ont privilégié un micro-réseau hybride avec son stockage et sa production d'électricité centralisée plutôt que d'équiper chaque maison. Cette centralisation permet de mieux vérifier le bon fonctionnement du système. C'est plus facile de coordonner le système central que d'avoir de petites installations dispersées sur le réseau. 95% des habitants de Tilos soutiennent le projet et sont prêts à jouer le jeu, pour les aider à réguler leur consommation en fonction de l'électricité disponible ou des prévisions de production. Chaque abonné sera équipé d'un compteur intelligent. Ici, vous voyez qu'on a intégré un petit compteur. Il indique le relevé de la consommation d'électricité pour chaque jour et pour chaque heure. Une petite contrainte pour un double bénéfice, ne plus vivre dans la crainte d'une coupure, tout en agissant pour l'environnement. Notre île est vierge de toute pollution. Alors, ce projet est vraiment à l'avantage des résidents de l'île. Tilos est classée Natura 2000. Grâce à ces nouvelles installations, elle va s'affranchir en partie de la centrale thermique de l'île voisine de Kos. 75% de l'électricité de Tilos sera produite par l'éolienne et les panneaux solaires, évitant le rejet dans l'atmosphère de 1500 tonnes de CO2 par an. C'est la société Yunis qui gérera ce système révolutionnaire dans les îles grecques, où les centrales à gasoil représentent l'essentiel de la production. Les générateurs diesel ne peuvent pas fonctionner en deçà de leur capacité nominale. Donc, la part de l'éolien ne peut pas excéder 30% de la production. En introduisant un système hybride, en stockant de l'énergie dans des batteries, on peut éviter ces restrictions et avoir une plus grande pénétration de l'éolien et des énergies renouvelables dans les îles. Faire grimper le taux de pénétration des énergies vertes, c'est l'objectif de Dimitrios Zafirakis de l'Université du Pirée. La Grèce s'est fixé un objectif de 20% pour 2020 au lieu de 15% aujourd'hui. Le projet de Tilos fait évoluer la réglementation dans ce pays baigné par le soleil et le vent. C'est aussi une question de mentalité, de bureaucratie, de loi, de cadre réglementaire et juridique. Nous essayons de changer tout cela et je crois que peu à peu, nous allons assimiler les nouvelles technologies et continuer. Notre objectif est de créer un système qui pourrait se propager, nous permettre d'appliquer la technologie de Tilos à d'autres îles, petites ou grandes. Tilos s'est bâti une réputation d'innovatrice. Le premier mariage homosexuel a été célébré ici, la chasse est interdite sur toute l'île, les réfugiés syriens sont accueillis à bras ouverts. C'est depuis ce bureau que se gèrent les dossiers épineux, transport, santé, éducation. Et c'est d'ici que la mer a obtenu de l'Union européenne 11 millions d'euros sur les 15 que coûte le projet d'électrification. Bien sûr que le Tilos Project est très important. Nous voulons rendre notre île suffisamment autonome en électricité à partir d'énergies renouvelables. Nous ne pouvons pas dire que l'on s'arrêtera seulement à ce projet et qu'on a atteint le sommet. Il y a encore beaucoup de besoins essentiels à combler à Tilos. Tilos se donne les moyens de devenir la première île de Méditerranée autonome en énergie renouvelable. Elle pourrait même exporter son électricité vers les îles voisines. Un projet de coopérative est évoqué pour permettre aux habitants de tirer un revenu de cette énergie offerte par le soleil et le vent. À 2 pas de la frontière espagnole, à Cerbère, on se souvient avec nostalgie du dynamisme économique d'autrefois concentré autour de la gare. Un hôtel en particulier reste le témoin de cet âge d'or aujourd'hui disparu. Dans ce dédale de lacets, le long d'une splendide côte rocheuse, le cœur chavire. Tout au bout de la France, voilà Cerbère. Cerbère, une ville au nom du gardien des enfers. Cerbère, dernière escale française des Pyrénées-Orientales, juste avant la frontière espagnole. Vous êtes arrivé à
Cerbère, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Bienvenue dans notre ville. Attention. Partout, même sur la plage, les annonces entêtantes de la SNCF. Grincements, sifflets, soupirs des machines, on vit ici comme dans un hall de gare. Vous êtes arrivé à Cerbère, terminus du train. Échoué entre la mer et les voies ferrées, un paquebot de béton armé. Sorti des flots en 1932, construit sur une minuscule parcelle, cette prouesse d'architecte est un palace à la dérive. Aujourd'hui, un modeste hôtel meublé destiné à quelques familles d'habitués. Propriétaire passionné, Jean-Charles Saint rêve de lui rendre sa noblesse. Ici, on a eu des princes qui voyageaient, qui avaient des trains spéciaux, et qui se sont arrêtés dans cet hôtel parce qu'évidemment, c'était l'hôtel le plus luxueux. Et puis, on a eu des personnages aussi qui sont connus, comme la veuve de Mahler, qui fuyait l'Allemagne à cette époque-là, et qui a sauvé, entre autres, toutes les œuvres de Mahler en les emportant avec elle. Seules les valses de Vienne se sont tues. Rien n'a bougé depuis les années 30. Même lumière pour accueillir dans ce château hanté des voyageurs fantômes en escale. Cette pièce, évidemment, servait de cinéma, mais aussi de théâtre à l'italienne. Parce que derrière l'écran, on a un plancher avec des loges, et des décors. On a commencé avec le muet. Alors là, on entend le train. Oui. Comment ça se passait dans les séances de cinéma? Ça faisait partie de la séance de cinéma. On a le train, même la fumée, participait à la projection. On avait des nuées de temps en temps. Mais enfin, personne ne s'en est plaint. Croyez-moi, c'est le bon système. Maurice Chevalier, Mistinguette, Fernandel. Dans l'entre-deux-guerres, cette salle de 300 personnes ne désemplit pas. La foule de voyageurs profite de la vue sur le cap Cerbère dans cet hôtel du rayon vert, le plus moderne de son époque. Pourtant, sa splendeur fut de courte durée. La guerre d'Espagne mit fin aux frivolités. Cerbère, né pour et par le train, comme au Far West. La ville s'est développée au rythme des travaux de la voie ferrée qui se terminent en 1882 de chaque côté de la frontière. Cerbère, ici, Cerbère. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Bienvenue dans notre ville. Grâce au train, ce simple hameau de pêcheurs s'ouvre au monde. Voyageurs et surtout des millions de tonnes de marchandises transitent par cette gare. C'est l'âge d'or de Cerbère. Petit-fils de transitaire, Jean Marty jouait enfant dans une de ces luxueuses villas, propriété de ceux qui firent fortune grâce à la frontière. C'était leur maison, ils habitaient dedans et surtout c'était un endroit où il y avait plein de bureaux et de gens qui travaillaient. Certaines personnes disent qu'ils s'allumaient des cigares avec des gros billets. Bon, moi, je ne l'ai pas vécu, j'étais beaucoup trop jeune. J'ai juste connu juste la fin. Et je sais par contre que c'était des gens très riches avec un cercle qui était au centre du village, réservé pour eux et compagnie. À 4 km au-dessus de Cerbère, voilà la frontière et une douane qui aujourd'hui n'est plus la même. C'est l'époque de tous les trafics. Il reste encore le bureau et d'ailleurs le coffre même. Jean se souvient de son grand-père qui tenait ce bureau de change et juste en face, un musée des contrebandiers. Tout le trafic passait par là. Donc on échangeait des marchandises avec l'Espagne, ce qu'on appelait les trabucaires, qui étaient surtout le long des Pyrénées et que les douaniers coursaient dans toute la montagne. On raconte même que certaines pièces d'automobile passaient sous les jupes des femmes et sous les soutanes des curés. Plus
Plus de douaniers ni de bureaux de change, l'Europe a supprimé les frontières et les marchandises passent désormais par la route. La ville-gare cherche une autre voie. S'inventer un nouvel avenir pour sortir du tunnel. Celui-ci mène directement de la gare à la plage. Pour Jean, le petit-fils du transitaire, l'avenir de cette ville est au large. Jean Marty retrouve Marc Cassou, son ami, premier adjoint à la mairie. Ça va. On est les derniers Gaulois, sur la frontière, le dernier village avant l'Espagne. Non, on est bien ici à Cerbère. Bon, aujourd'hui, il faut repenser Cerbère. Cerbère, l'activité économique a foutu le camp. Donc on se tourne sur le tourisme. Amoureux aussi, Jean-Charles Saint, d'un navire immobile. Seul à la passerelle, le capitaine tente de cicatriser petit à petit les ravages du temps. J'ai beaucoup de sentiments pour ce bâtiment. Ce sera un très grand plaisir d'arriver à le remettre en état. Ça peut paraître titanesque, il faut toujours commencer quelque chose. On ne sait pas si on le finira, mais il faut déjà le commencer. Remettre un paquebot à flot, faire revivre un village oublié, Cerbère s'embarque pour un nouveau voyage. En 1992, le loup réapparaissait dans les Alpes du côté du parc national du Mercantour. Comme leurs collègues français, les bergers italiens ont dû faire face à une situation complexe, mais semblaient à l'époque mieux supporter la présence de l'animal. Voici notre séquence mémoire. Avant, on les laissait seuls. On en avait 400, 450 et on les laissait seuls. On allait une fois par semaine leur porter du sel et les compter et cela suffisait. Maintenant, on est obligé de les garder à bâton planté tout le temps si on veut en préserver quelques-unes. Les bêtes, il ne faut jamais les abandonner. Jamais. Jamais. L'été, avec ma femme, on se relaye pour être toujours à côté. Même la nuit, on reste avec elle. Mais alors, si les problèmes sont semblables, d'où vient que les Italiens semblent mieux supporter les attaques du loup? Les Italiens, ils ont beaucoup de brebis laitières qui tressent tous les soirs. Ils sont obligés de mettre au parc, tous les soirs. Que nous, on n'a pas le même. Ces trucs à viande, des bêtes à viande, on ne les fait pas rentrer tous les soirs. Différence de race, de taille de troupeau, de pratiques d'élevage, des diversités d'approches évidentes pour Véronique Ludeni, qui assure le suivi vétérinaire des loups en captivité du parc Alpha, mais qui travaille aussi quotidiennement avec les éleveurs français du Mercantour. Pour moi, il est évident que les Italiens, on va dire, supportent ou aiment plus le loup. D'abord, il y a une problématique par rapport à la mythologie et les images anciennes de Rémus et Romulus. Ils n'ont pas du tout la même approche historique que nous. Pour nous, le loup, c'est une image noire au niveau médiéval, christianisme. Les troupeaux ne sont pas menés de la même manière. Ici, on a des troupeaux qui vont jusqu'à 2000 bêtes en estive. Pour être allés sur Alpes-Maritimes et la région d'Antrac, en fait, c'est des troupeaux de 300 à 350 bêtes qui sont facilement ramenés le soir en estive, en couchade, qui sont mieux surveillés. L'effectif ovin est 10 fois moins important, donc la problématique est complètement autre. Le mouton, dans les Alpes italiennes, n'est en fait qu'une production complémentaire à l'élevage des bovins, qui craignent moins les attaques du loup. La colère des éleveurs ovins est donc plus discrète qu'en France, où les propriétaires de troupeaux ont un poids important. Une chose fondamentale, c'est que les autorités régionales ne prennent pas parti en faveur du loup ou contre le loup. Pour parer les attaques du loup, il faut trouver des stratégies et les définir ensemble. Sinon, cela ne fonctionne pas. Je me sens aussi dans un rôle en fait de médiation, c'est-à-dire que moi avant tout, je vais évidemment protéger le pastoralisme, aider les éleveurs au jour le jour à faire comprendre leurs problématiques de surveillance de troupeaux parce que c'est vraiment une difficulté journalière que le grand public doit comprendre.
Et d'un point de vue du loup, c'est un animal à respecter, qui est revenu de manière naturelle, et essayer de faire cohabiter ces deux enjeux qui, a priori, sont très manichéens. Qu'il soit natif de France ou d'Italie, le loup ne connaît pas les frontières. Son retour dans les Alpes concerne aussi la Suisse, demain peut-être l'Espagne. C'est pourquoi il fait l'objet d'un programme d'études, évidemment européen. C'est la fin de Méditerranéo. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.